Paris, novembre 1831. La brume glaciale du Sénat serpentait entre les pavés humides du quai d'Anjou, portant avec elle l'odeur âcre du charbon et les échos lointains d'une ville en ébullition. Derrière les fenêtres illuminées de l'hôtel de Lauzun, les cristaux des lustres scintillaient comme autant d'étoiles captives, créant un contraste saisissant avec l'obscurité menaçante qui enveloppait Paris. Julien Vasseur, 43 ans, magnate de la soie aux tempes grisonnantes, ajustait sa cravate de lin immaculée devant la psyché de sa chambre. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme au fait de sa réussite. Propriétaire de 3 manufactures textiles à Lyon, fournisseur attitré des grandes maisons parisiennes, et ce soir, hôte du bal masqué le plus exclusif de la saison. Pourtant, une ride d'inquiétude barrait son front. « Monsieur le comte », murmura son valet en lui tendant le masque de loupe argenté, chef-d'œuvre d'orfèvrerie commandé spécialement pour l'occasion. « Les nouvelles de Lyon, elles continuent d'arriver. Les ouvriers... »« Taisez-vous, Honoré !» trancha Vasseur en saisissant le masque. Ce soir, il n'existe ni ouvriers ni révoltés. Il n'y a que des invités triés sur le volet et l'art de vivre à la française. Mais même en prononçant ces mots, Julien ne pouvait chasser de son esprit les dépêches reçues dans l'après-midi. Lyon brûlait depuis 3 semaines. Les Canuts, ces tisserands dont le savoir-faire faisait la richesse de sa fortune, s'étaient soulevés avec une violence inouïe. Vivre en travaillant ou mourir en combattant, leurs cris de guerre résonnaient jusqu'à Paris, portés par les journaux et les conversations de salon. Dans les cuisines de l'hôtel, Antoine Mariette, 28 ans, s'affairait parmi les domestiques. Ses mains calleuses, marquées par des années de tissage à Lyon, tranchaient avec la délicatesse requise pour manipuler la porcelaine de Sèvres. Arrivé à Paris 3 jours plus tôt, avec de fausses recommandations, il avait été embauché comme valet supplémentaire pour la soirée. Son regard sombre parcourait les préparatifs avec une attention qui dépassait la simple curiosité professionnelle. « Antoine, prenez garde au verre de cristal », lança Madame Lécuyer, la gouvernante, une femme sèche aux cheveux tirés en chignon serré. « Un seul brisé et c'est votre salaire de la semaine qui s'envole. »« Bien, madame, » répondit-il avec la déférence apprise, mais ses pensées étaient ailleurs. Dans sa poche intérieure, soigneusement pliée, une lettre portait le sceau des Amis du Peuple, cette société secrète qui rassemblait les républicains les plus déterminés de Paris. Les instructions étaient de clair: observer, noter, rapporter. Qui sont les invités? Quels sont leurs liens avec les manufactures lyonnaises? Quels secrets politiques échangent-ils, loin des oreilles indiscrètes? À 18 heures, les premiers fiacres commencèrent à déposer leurs passagers devant le perron de l'hôtel. Sous leurs masques somptueux, colombes blanches ornées de perles, lions dorés aux crinières de plumes d'autruche, papillons aux ailes chatoyantes, se cachaient les visages de la haute société parisienne. Émilie Charpentier, épouse du député monarchiste Henri Charpentier, descendit élégamment de sa berline. Son masque de cygne blanc, rehaussé de diamants, ne parvenait pas à dissimuler complètement ses traits fins et son port altier. À 35 ans, elle était reconnue dans tout Paris pour ses salons littéraires où se mêlaient hommes politiques et artistes. Ce soir, pourtant, une préoccupation particulière l'habitait. « Ma chère Émilie !» s'exclama la marquise de Montclerc en la rejoignant sur les marches. « Quelle élégance! Mais dites-moi, n'êtes-vous pas inquiète de ces troubles ? Mon époux a reçu des rapports préoccupants du ministère. »« Les troubles, cher ami, sont l'affaire des autorités compétentes, » répondit Émilie avec un sourire de circonstance. « Ce soir, nous célébrons l'art et la beauté. N'est-ce pas là notre meilleure réponse à la vulgarité de la rue ?» Mais intérieurement, Émilie ne partageait pas cette insouciance affichée. Depuis quelques semaines, elle recevait des lettres anonymes, des pamphlets républicains glissés sous sa porte, des appels à la conscience adressés aux parasites de la nation. Son mari, Henri, balayait ses inquiétudes d'un geste agacé, mais elle pressentait que quelque chose de grave se tramait dans l'ombre. Le colonel Barthélemy Rousseau, décoré de la Légion d'honneur, gravit les marches avec la raideur militaire qui le caractérisait. Son masque de faucon noir convenait parfaitement
à son tempérament de rapace. À 50 ans, cet ancien officier de l'Empire, reconverti dans le commerce des armes, entretenait des relations troubles avec les milieux industriels lyonnais. Sa fortune récente, bâtie sur les contrats gouvernementaux, faisait jaser dans les cercles bien informés. « Bonsoir, colonel », le salua Vasseur en l'accueillant personnellement dans le grand hall. « J'espère que vos affaires prospèrent malgré les désagréments actuels. Les désagréments, comme vous dites, sont parfois les meilleures opportunités d'affaires, » répondit Rousseau avec un sourire carnassier. « Un peu d'ordre restauré à Lyon, et les commandes affluent. La garde nationale a des besoins pressants. » Dans l'office, Antoine tendait l'oreille tout en polissant l'argenterie. Chaque conversation surprise, chaque nom échangé s'inscrivait dans sa mémoire avec la précision d'un sténographe. Ces gens parlaient de ses frères lyonnais comme d'une simple perturbation commerciale, d'un problème à résoudre par la force. La colère montait en lui, mais il serrait les dents et continuait son travail. Les invités affluaient. Madame de Beauregard, veuve d'un industriel textile, accompagnée de son fils Adrien, jeune homme de 25 ans aux manières efféminées mais à l'intelligence redoutable. Monsieur Lagrange, banquier rue Laffitte, financier de plusieurs manufactures. Le comte de Rochefort, grand propriétaire terrien aux idées légitimistes tranchées. Madame Leclerc, modiste réputée qui habillait les épouses des notables. Au total, 17 invités triés sur le volet, représentant la crème de la bourgeoisie parisienne liée, de près ou de loin, au commerce lyonnais. Chacun portait un masque somptueux qui cachait non seulement son visage, mais aussi peut-être ses véritables intentions. À 20 heures, le dîner fut servi dans la grande salle à manger aux Boiseries Louis XV. Les conversations roulaient sur les sujets convenus, les dernières créations théâtrales, les scandales de cour, les fluctuations de la bourse. Mais sous cette urbanité de surface, Antoine percevait les vraies préoccupations. « Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ces agitateurs », déclarait le colonel Rousseau en découpant son chapon aux truffes. « Une démonstration de force, quelques exécutions exemplaires, et le calme reviendra. »« Mon cher colonel », intervint Émilie Charpentier d'une voix mesurée. « Ne pensez-vous pas que ces malheureux ont aussi leurs raisons? La misère, le chômage. »« Allons donc, » s'emporta le banquier Lagrange. « Nous leur donnons du travail, un toit, de quoi manger. Que veulent-ils de plus? L'égalité? Ils l'auront dans la tombe. » Un silence gêné accueillit cette saillie. Vasseur se hâta de relancer la conversation sur un terrain plus neutre, mais Antoine, servant discrètement le vin, avait noté cette faille dans l'unanimité bourgeoise. Émilie Charpentier n'était peut-être pas aussi insensible que les autres à la condition ouvrière. Le repas s'acheva vers 22 heures. Les invités se dirigèrent vers le grand salon où un quatuor à cordes entamait une valse de Schubert. Les masques, loin d'inhiber les conversations, semblaient les libérer. Protégés par l'anonymat relatif, certains se montraient plus audacieux dans leurs propos. « J'ai reçu des informations confidentielles », chuchota la marquise de Montclerc à l'oreille d'Adrien de Beauregard. Des agents du gouvernement seraient infiltrés parmi les ouvriers parisiens. Il paraît qu'un réseau de sympathisants lyonnais se serait formé dans le faubourg Saint-Antoine. Adrien, sous son masque de papillon doré, tressaillit imperceptiblement. Des sympathisants. Mais enfin, marquise, que pourraient faire quelques ouvriers parisiens contre l'ordre établi? Oh, mon cher, vous seriez surpris de la vitesse à laquelle ces idées révolutionnaires se propagent. Mon époux dit que les autorités sont très préoccupées. Dans l'office, Antoine venait de recevoir un signal convenu. 3 coups frappés discrètement à la porte de service. Il s'éclipsa quelques instants et trouva Pierre Lecomte, un camarade du faubourg Saint-Antoine, qui lui glissa rapidement un billet. « C'est pour minuit », murmura Pierre avant de disparaître dans la brume du quai. Antoine déplia le message. « Les loups sont dans la bergerie. L'heure de la justice a sonné. Prépare-toi. » Son cœur se mit à battre plus fort. Tout se précipitait. Il regagna précipitamment l'office, l'esprit en ébullition. Le plan, longuement mûri dans les réunions clandestines des amis du peuple, allait enfin se concrétiser.
Mais à présent qu'il côtoyait ces bourgeois de près, qu'il les voyait rire, discuter, vivre tout simplement, une part de lui hésitait. Émilie Charpentier, notamment, ne correspondait pas à l'image du parasite social que lui avaient inculqué ses camarades révolutionnaires. Il l'avait entendu défendre les ouvriers, exprimer des doutes sur la politique répressive du gouvernement. Et si tous n'étaient pas également coupables? Mais les images de Lyon revenaient le hanter. Les corps de ses camarades, tisserands abattus par la troupe, les familles jetées à la rue, la misère et l'injustice qui régnaient dans les ateliers. Non, il ne pouvait faiblir maintenant. La révolution exigeait des sacrifices, et ces bourgeois, quelles que soient leurs qualités individuelles, représentaient un système d'oppression qu'il fallait abattre. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Vers 23 heures, l'atmosphère du bal avait pris une tournure plus intimiste. Les couples évoluaient sur le parquet ciré au son d'une valse langoureuse, leurs masques créant un jeu d'ombre et de lumière féerique sous les lustres de cristal. La température avait chuté à l'extérieur, et la brume du Sénat s'épaississait, enveloppant l'hôtel d'un cocon ouaté, qui isolait cet microcosme de luxe du monde extérieur. Antoine circulait parmi les invités, servant le champagne avec la discrétion apprise, mais son attention était concentrée sur chaque détail, chaque conversation. Il avait remarqué que plusieurs invités semblaient préoccupés par autre chose que les plaisirs mondains de la soirée. Julien Vasseur, l'hôte, s'était isolé dans son bureau avec 3 de ses invités, le colonel Rousseau, le banquier Lagrange et un homme que personne n'avait encore identifié, dissimulé derrière un masque de corbeau noir. Antoine, profitant d'un prétexte pour apporter des cigares, put saisir quelques bribes de leur conversation. « Les derniers rapports de Lyon sont catastrophiques », murmurait Vasseur, sa voix habituelle assurée, trahissant maintenant une nervosité palpable. Mes contremaîtres me signalent que la révolte s'organise. Ils ne se contentent plus de réclamer des augmentations. Ils parlent de renverser l'ordre social. C'est exactement ce que nous craignons, répondit l'homme au masque de corbeau avec un accent légèrement méridional. Mes informateurs dans la police lyonnaise confirment, il ne s'agit plus d'une simple jacquerie. Ces gens ont des chefs, une organisation, des objectifs politiques précis. Le colonel Rousseau pianotait nerveusement sur le bureau d'Acajou. Et à Paris, que savons-nous des sympathisants parisiens? Plus que vous ne l'imaginez, reprit l'inconnu. Nous avons infiltré plusieurs cellules. Les Amis du Peuple, la Société des droits de l'homme, ils préparaient quelque chose. Mes agents parlent d'actions imminentes contre des cibles précises. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Antoine, figé derrière la porte entrebâillée, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cet homme n'était manifestement pas un simple invité. Ses manières, son vocabulaire, son autorité naturelle trahissaient un agent du gouvernement, peut-être même de la police secrète. « Vous voulez dire, » balbutia Vasseur, « que nous pourrions être personnellement visés? »« Monsieur Vasseur, » répondit l'agent avec une politesse glaciale, « votre nom figure en bonne place sur plusieurs listes saisies lors des perquisitions. Votre fortune, bâtie sur l'exploitation des tisserands lyonnais, fait de vous un symbole de l'oppression capitaliste aux yeux de ces révolutionnaires. » Le banquier Lagrange se leva brusquement, renversant son verre de cognac. « Mais enfin, nous ne pouvons pas vivre dans la terreur constante. Que fait la police? Que fait l'armée? »« Tout ce qui est en son pouvoir, » répliqua le colonel Rousseau. « Mais ces gens sont comme de la vermine. Ils se cachent, ils frappent, ils disparaissent. Pour les éradiquer, il faudrait des moyens que la légalité ne nous autorise pas. Et si la légalité ne suffisait plus, suggéra l'agent en se penchant vers ses interlocuteurs, si des citoyens patriotes prenaient l'initiative de nettoyer les écuries d'Augias, qui leur en tiendrait rigueur? Antoine n'en entendit pas davantage. Il regagna précipitamment l'office, l'esprit en ébullition. Ces hommes ne parlaient pas seulement de se défendre. Ils complotaient une répression sauvage, des exécutions sommaires, un massacre préventif. Son infiltration avait permis de découvrir quelque chose d'énorme, une conspiration contre-révolutionnaire impliquant les plus hauts responsables économiques et militaires.
Il fallait qu'il prévienne ses camarades. Mais comment sortir sans éveiller les soupçons? Et d'ailleurs, n'était-il pas déjà trop tard? L'action prévue pour minuit allait peut-être tomber dans un piège. Dans le grand salon, Émilie Charpentier observait avec une inquiétude croissante le comportement de certains invités. Son mari Henri, le député monarchiste, s'était joint à un groupe d'hommes qui chuchotaient dans un coin, jetant des regards suspicieux vers les domestiques. Adrien de Beauregard, habituellement si détendu et spirituel, semblait préoccupé par autre chose que les plaisirs de la conversation. « Mon cher Adrien, lui dit-elle en l'abordant près de la cheminée de marbre, vous semblez bien sombre ce soir. Ces événements de Lyon vous préoccupent-ils à ce point ?» Le jeune homme sursauta légèrement sous son masque de papillon. Émilie... « Madame Charpentier, pardonnez-moi. J'ai l'esprit ailleurs, c'est vrai. Ma mère a des intérêts importants dans les manufactures lyonnaises. Ces troubles nous coûtent une fortune. »« N'est-ce que cela ?» insista Émilie avec une intuition féminine. « Vous avez l'air de quelqu'un qui porte un secret bien lourd pour ses épaules. » Adrien hésita un long moment, puis se rapprocha d'elle. « Émilie, puis-je vous faire confiance? Absolument confiance. Bien sûr, vous le savez. J'ai reçu des informations troublantes. Des menaces même. Il se pourrait que cette soirée ne soit pas aussi innocente qu'elle en a l'air. » Le cœur d'Émilie se serra. Que voulez-vous dire? Il circule des rumeurs selon lesquelles des agitateurs auraient infiltré le personnel domestique, et d'autres rumeurs selon lesquelles cette soirée aurait été organisée dans un but précis. Quel but? Adrien regarda autour de lui avec inquiétude. Rassembler en un lieu et en un moment tous les ennemis désignés de la Révolution, comme un tribunal révolutionnaire, si vous voyez ce que je veux dire. Émilie sentit le sang se glacer dans ses veines. « Adrien, il faut prévenir les autres. » « Les prévenir de quoi? Nous n'avons que des soupçons, des on-dit. Et puis... » Il baissa la voix davantage. « Et puis, certains de nos hôtes semblent parfaitement au courant. Ils ont leur propre plan. » À cet instant, Antoine passa près d'eux avec un plateau de petits fours. Émilie le regarda plus attentivement qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors. Ce jeune homme aux traits tirés, aux mains calleuses, il ne ressemblait pas aux autres domestiques de l'hôtel. Son port, sa manière de se mouvoir trahissait autre chose qu'une éducation de valet. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Antoine, il eut une intelligence vive, une empathie qui le troubla. Cette femme avait deviné quelque chose. Était-elle complice ou victime de ce qui se tramait? Pendant ce temps, dans les cuisines, l'atmosphère se tendait. Madame Lécuyer avait remarqué les allées et venues suspectes d'Antoine, ses absences répétées, son air préoccupé. Femme d'expérience, elle flairait le trouble. « Antoine !» l'interpella-t-elle sèchement. « Approchez-vous. » Le jeune homme obéit, s'efforçant de paraître naturel. « D'où venez-vous exactement? Vos références étaient un peu... sommaires. »« 2 mots, madame. Ma famille y possède une petite ferme. Les temps sont durs. J'ai dû chercher du travail en ville. »« Hameau ?» Elle le fixa intensément. « C'est curieux. Votre accent ne me semble pas être celui du pays de Brie. Il y a quelque chose en vous qui me rappelle plutôt l'Est. Lyon, peut-être. » Antoine sentit sa gorge se serrer. Cette femme était fine, trop fine, je vous assure, madame. Et vos mains? Ces callosités ne sont pas celles d'un fermier, ce sont celles d'un artisan, d'un tisseur, dirais-je. Le piège se refermait. Antoine chercha désespérément une échappatoire, mais madame Lécuyer s'était déjà rapprochée de la corde qui actionnait la cloche d'alarme. « Non !» s'écria-t-il en bondissant vers elle. La lutte fut brève, mais violente. La gouvernante, malgré son âge, se défendit avec l'énergie du désespoir. Dans sa chute, elle renversa une pile d'assiettes de porcelaine qui se brisèrent avec un fracas retentissant. Le silence qui suivit parut interminable, puis des pas précipités retentirent dans le couloir. Antoine, paniqué, se rua vers la porte de service, mais elle était bloquée de l'extérieur. Il était pris au piège. Dans le salon, tous les invités avaient entendu le vacarme. Les conversations s'arrêtèrent net. Vasseur, pâle comme un linge, se dirigea vers les cuisines accompagné du colonel Rousseau et de l'agent secret.
Ils découvrirent Madame Lécuyer évanouie parmi les débris de porcelaine, et Antoine acculé dans un angle, tentant désespérément de forcer la fenêtre. « Arrêtez-le !» rugit Rousseau, en dégainant un pistolet dessous sa redingote. « Non, nous le voulons vivant !» intervint l'agent. « Cet homme va nous dire qui l'envoie et ce qu'il sait. » Antoine, cerné, leva les mains en signe de reddition. Son regard croisa celui d'Émilie Charpentier, qui était apparue dans l'encadrement de la porte, le visage livide sous son masque de cygne. « Fouillez-le !» ordonna l'agent. Dans les poches d'Antoine, ils trouvèrent la lettre des Amis du Peuple, des notes détaillées sur les invités et un poignard à lame effilée. « Mes compliments !» ricana le colonel Rousseau. « Un espion et un assassin. Nous tenons notre preuve. Qui êtes-vous » demanda froidement l'agent. « Que préparez-vous » Antoine garda le silence, mais son regard fixait obstinément l'horloge du couloir. 11h45. Dans 15 minutes, ses camarades seraient là. S'ils parvenaient à tenir jusque-là, « Nous n'avons pas de temps à perdre » déclara l'agent. « Monsieur Vasseur, avez-vous une cave, un endroit sûr où nous puissions interroger ce individu sans déranger vos invités ?»« Bien sûr, suivez-moi » Tandis qu'ils entraînaient Antoine vers les sous-sols de l'hôtel, Émilie demeurait figée dans le couloir. Tout se précipitait, tout basculait. Cette soirée mondaine se transformait en piège mortel, et elle ne savait plus qui étaient des chasseurs et qui étaient des proies. À l'extérieur, dans la brume épaisse qui montait du Sénat, des ombres se mouvaient silencieusement. L'heure de la justice approchait, mais nul ne savait encore sous quelle forme elle se manifesterait. Minuit moins 10. Dans les caves voûtées de l'hôtel de Lauzun, l'air était chargé d'humidité et de l'odeur âcre des vins millésimés. Antoine, solidement attaché à une chaise de bois, faisait face à ses 3 interrogateurs. Le colonel Rousseau avait retiré son masque, révélant un visage buriné aux yeux d'acier. L'agent secret demeurait anonyme derrière son masque de corbeau, mais sa voix trahissait une autorité implacable. « Pour la dernière fois !» gronda Rousseau en approchant la lame d'un coupe-papier de la gorge d'Antoine. « Qui vous envoie? Combien êtes-vous? Quel est votre plan ?» Antoine cracha du sang, résultat d'un précédent encouragement. « Allez au diable, chien du gouvernement !»« Vous perdez votre temps, colonel !» intervint l'agent avec un calme glacial. « Ce type est un fanatique, il ne parlera pas, mais nous n'en avons plus besoin. » Vasseur, qui assistait à la scène avec un mélange de fascination et de répulsion, tressaillit. « Que voulez-vous dire? Nous savons déjà tout ce qu'il faut savoir. Nos informateurs dans les milieux révolutionnaires nous ont prévenus. L'attaque aura lieu à minuit précis. Ils sont probablement déjà en position. » L'agent se tourna vers Antoine avec une satisfaction perverse. « Votre mission, mon ami, était de reconnaître les lieux et de faciliter l'infiltration de vos complices. Malheureusement pour vous, nous étions au courant depuis le début. » Antoine sentit son sang se glacer. « C'est impossible, nous avions pris toutes les précautions. » Pauvre naïf, vous croyez vraiment que vos amis du peuple sont imperméables à nos agents? Nous avons infiltré votre organisation il y a des mois. Chacun de vos plans, chacune de vos réunions nous était rapportée fidèlement. La vérité s'abattit sur Antoine comme une massue. Tout était compromis depuis le début. Ses camarades fonçaient droit dans un piège mortel. Et maintenant, continua l'agent, nous allons assister à un spectacle édifiant. Vos amis vont donner l'assaut, convaincus de surprendre une assemblée de bourgeois sans défense. Ils découvriront à leurs dépens que nous les attendons de pied ferme. Dans le salon à l'étage, les derniers invités ignorants continuaient de danser et de converser, inconscients du drame qui se jouait au-dessus de leur tête. Émilie Charpentier, rongée par l'angoisse, s'était rapprochée de son mari Henri. « Il faut que nous partions », lui chuchota-t-elle. « Il va se passer quelque chose de terrible. » Henri, un homme corpulent au tempérament placide, balaya ses inquiétudes d'un geste. « Voyons, ma chère, vous vous faites des idées. Un domestique indélicat, voilà tout. Rien qui justifie de gâcher une si belle soirée. » Mais Émilie ne parvenait pas à se défaire de son pressentiment. Elle avait remarqué que plusieurs invités masculins avaient discrètement quitté le salon après l'incident des cuisines. Où étaient-ils passés?
Et pourquoi cette atmosphère de plus en plus tendue malgré les efforts de Vasseur pour maintenir les apparences? À l'extérieur, Pierre Lecomte et une quinzaine d'ouvriers parisiens progressaient silencieusement le long du quai d'Anjou. Armés de couteaux, de barres de fer et de quelques pistolets de contrebande, ils étaient déterminés à frapper un grand coup contre les oppresseurs du peuple. L'information était formelle. Tous les ennemis de la classe ouvrière seraient réunis ce soir dans cet hôtel particulier, sans protection, vulnérables. « Souvenez-vous, » murmura Pierre à ses hommes, « nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes des justiciers. Ces gens ont le sang de nos frères lyonnais sur les mains. Ce soir, ils paieront. » Ils se glissèrent dans les jardins de l'hôtel par une grille dont Antoine leur avait indiqué l'emplacement. Tout semblait conforme aux renseignements fournis. La porte de service était entrebâillée, les cuisines plongées dans l'obscurité. Ils pénétrèrent dans le bâtiment avec la confiance de ceux qui croient avoir l'avantage de la surprise. Ce fut leur erreur fatale. À peine avaient-ils franchi le seuil que les lumières jaillirent de toutes parts. Des soldats de la garde nationale, embusqués depuis des heures, les encerclèrent avec une précision militaire. Le piège se refermait avec un claquement sinistre. « Halte !» rugit le capitaine Leblanc, commandant le détachement. « Jetez vos armes, vous êtes cernés !» Pierre Lecomte, comprenant instantanément qu'ils étaient tombés dans un guet-apens, hurla « Trahison ! Battez-vous, mes frères! Vendons chèrement notre peau !» La bataille éclata avec une violence inouïe dans les couloirs de l'hôtel. Les ouvriers, pris au piège, mais animés par le désespoir, se défendirent avec l'énergie de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Coups de feu, lames qui s'entrechoquent, cris de rage et de douleur, l'élégant hôtel particulier se transforma en champ de bataille. Dans le salon, la panique s'empara des invités au premier coup de feu. Les dames s'évanouirent, les hommes cherchèrent des abris dérisoires derrière les canapés de soie. Seule Émilie Charpentier garda son sang-froid, tentant de rassembler les femmes pour les mettre à l'abri. Mais le véritable choc vint d'ailleurs. Au plus fort de la bataille, alors que les gardes nationaux semblaient prendre le dessus sur les révolutionnaires, une nouvelle troupe fit irruption dans l'hôtel. Mais ce n'étaient pas des renforts pour les ouvriers. C'étaient des hommes en civil, masqués et armés jusqu'aux dents, qui se mirent à tirer sur tout ce qui bougeait, ouvriers, gardes nationaux. « Qu'est-ce que... » balbutia le capitaine Leblanc avant qu'une balle ne lui traverse la poitrine. Dans la cave, l'agent secret souriait derrière son masque de corbeau. « Et voilà la dernière carte de notre jeu, » murmura-t-il. « Mes hommes vont éliminer tous les témoins gênants, ouvriers révolutionnaires et gardes trop curieux. » Antoine, horrifié, comprit enfin l'ampleur de la manipulation. « Vous allez aussi tuer les soldats? Mais ce sont vos propres hommes. »« Mes propres hommes » ricana l'agent. « Pauvres naïfs. Ces braves militaires croyaient protéger l'ordre établi. Ils ignoraient qu'ils participaient à une opération autrement plus complexe. » Vasseur, livide, recula vers le mur. « Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas de la police? Oh si, mon cher Vasseur. Mais d'une police particulière, une police qui ne rende compte qu'au véritable maître de ce pays. » L'agent retira lentement son masque, révélant un visage émacié aux yeux froids comme l'acier. « Permettez-moi de me présenter. Inspecteur Fourchet, service spécial du ministère de l'Intérieur et accessoirement agent de liaison avec certains investisseurs étrangers qui ont des vues sur les manufactures lyonnaises. » La vérité explosa comme une bombe. Vasseur chancela. « Vous travaillez pour des concurrents étrangers? Les Anglais paient très bien pour éliminer la concurrence française, mon cher. Et quoi de mieux qu'une belle révolution pour justifier la disparition de quelques industriels gênants? » Antoine, malgré ses liens, tentait désespérément de se libérer. « Salaud, vous avez manipulé mes camarades. Vous les avez envoyés à la mort. » « Exactement. Et dans quelques minutes, quand mes hommes en auront fini là-haut, nous découvrirons avec horreur les corps de 17 respectables bourgeois massacrés par de vils révolutionnaires. L'opinion publique sera si révoltée qu'elle réclamera une répression sans merci contre tous les mouvements ouvriers.
Le colonel Rousseau, qui avait écouté ces révélations avec une stupeur croissante, porta la main à son pistolet. « Fourchet, vous êtes un traître à la patrie. Et vous, mon cher colonel, vous êtes un témoin gênant. » Le coup de feu retentit dans la cave. Rousseau s'effondra, une expression d'incrédulité figée sur son visage. À l'étage, le massacre touchait à sa fin. Les tueurs masqués de Fourchet avaient méthodiquement abattu ouvriers et soldats, ne laissant que quelques survivants suffisamment blessés pour ne pouvoir témoigner efficacement. Maintenant, ils s'apprêtaient à passer à la phase suivante: éliminer les invités du bal. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Émilie Charpentier, barricadée dans un petit salon avec 3 autres femmes terrorisées, entendit les pas se rapprocher. Elle savait qu'ils allaient tous mourir et que leur mort servirait une cause ignoble qu'elle ne comprenait qu'à demi. Dans un sursaut de courage désespéré, elle décida d'agir. Se glissant par une fenêtre donnant sur une courette, elle parvint à atteindre les caves par un escalier de service. Il fallait qu'elle comprenne, qu'elle témoigne si par miracle elle survivait à cette nuit d'horreur. C'est ainsi qu'elle découvrit la scène dans la cave. Fourchet debout au-dessus du corps de Rousseau, Vasseur terrorisé dans un coin et Antoine toujours attaché mais vivant. « Tiens, tiens !» ricana l'agent en la voyant apparaître. « Une survivante curieuse. Madame Charpentier, n'est-ce pas, épouse du député monarchiste ?» Émilie redressa fièrement la tête. « Monsieur, je ne sais qui vous êtes, mais vos agissements sont indignes d'un serviteur de la France. »« Serviteur de la France ?» Fourchet éclata d'un rire sinistre. « Ma chère dame, la France que vous connaissez va disparaître. Les capitaux anglais rachètent nos industries une à une. Dans 10 ans, votre beau pays ne sera plus qu'une province économique de l'Empire britannique. Autant être du côté des vainqueurs. »« Jamais, cracha Antoine. Des hommes comme vous passeront, mais l'idée de justice survivra. »« L'idée de justice ?» Fourchet se pencha vers lui avec un sourire cruel. « Mon pauvre garçon, regardez autour de vous. Vos camarades sont morts pour rien. Les bourgeois vont mourir pour l'or anglais. Et demain, l'ordre sera restauré sur vos cadavres. Où est votre justice ?» À cet instant, un bruit sourd retentit au-dessus de leur tête, puis un autre, et un autre encore. « Mes hommes terminent le travail, » murmura Fourchet avec satisfaction. « Dans 1 heure, quand les autorités découvriront ce carnage, l'histoire sera toute prête. Des révolutionnaires fanatiques ont massacré l'élite parisienne. La répression qui suivra brisera définitivement le mouvement ouvrier français. Mais soudain, des voix retentirent dans l'escalier, des voix françaises, autoritaires, qui criaient des ordres militaires. « Que » balbutia Fourchet en se tournant vers l'escalier. Une escouade de gendarmes fit irruption dans la cave, mousquet pointé. À leur tête, un officier supérieur que Vasseur reconnut immédiatement. Le colonel de Montesquieu, aide de camp du roi. « Inspecteur Fourchet », déclara froidement l'officier, « au nom de Sa Majesté Louis-Philippe, vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison. » Fourchet recula, livide. « C'est impossible, c'est... Mes protections au ministère. » Vos protections sont tombées il y a 1 semaine, quand nous avons découvert vos liens avec l'intelligence service britannique. Nous vous laissions agir pour démanteler tout le réseau. Antoine et Émilie échangèrent un regard incrédule. Un piège dans le piège, une manipulation de la manipulation. Le colonel de Montesquieu s'approcha d'Antoine et trancha ses liens d'un coup de sabre. « Monsieur Mariette, je présume ? Nos services avaient été prévenus de votre mission par l'un de vos camarades repentis. Nous avons laissé les événements suivre leur cours pour confondre les vrais traîtres. »« Mes camarades ?» balbutia Antoine. « Ils sont sains et saufs pour la plupart. Mes hommes sont intervenus à temps pour neutraliser les tueurs de Fourchet. Il y a quelques blessés, mais pas de morts, parmi vos amis. » Émilie sentit ses jambes se dérober sous elle. « Et les autres invités ?»« Terrorisés mais vivants, madame. Cette opération était montée depuis des semaines pour démasquer un réseau d'espionnage industriel qui menaçait les intérêts français. Ce Fourchet, cerné par les gendarmes, tentait encore de sauver sa peau. « Colonel, vous ne comprenez pas.
L'avenir économique de l'Europe se joue. La France ne peut pas lutter contre la puissance industrielle anglaise. Il faut que la France reste française, coupa sèchement l'officier. Emmenez-le. Tandis que l'agent traître était évacué sous bonne escorte, Vasseur s'effondrait sur une chaise, réalisant à quel point il avait été manipulé. Ses affaires, sa fortune, sa vie même avaient servi de pion dans un jeu géopolitique qui le dépassait totalement. 1 heure du matin, l'hôtel de Lauzun ressemblait désormais à un champ de bataille, après la tempête. Dans le grand salon aux boiseries souillées de sang, les invités survivants étaient regroupés sous la surveillance bienveillante, mais ferme, des gendarmes royaux. Les masques somptueux de la soirée gisaient éparpillés sur le parquet, symbole brisé d'une illusion d'innocence qui venait de voler en éclats. Émilie Charpentier, assise sur un canapé de soie taché, tentait de réconforter Madame de Beauregard, qui tremblait de tous ses membres. Le choc de la révélation commençait seulement à se dissiper, laissant place à une compréhension progressive de l'ampleur de la manipulation dont ils avaient tous été victimes. « Madame », lui dit doucement le colonel de Montesquieu en s'approchant, « accepteriez-vous de répondre à quelques questions ? Votre témoignage pourrait nous aider à comprendre certains détails. » Émilie releva la tête, révélant un visage marqué par l'épreuve, mais où brillait encore une détermination intacte. « Colonel, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit rendue. Cette nuit a été éclairante à plus d'un titre. » Dans un salon adjacent, transformé en bureau d'interrogatoire temporaire, Antoine Mariette faisait face à un capitaine de gendarmerie accompagné d'un greffier. Ses poignets portaient encore les marques des cordes, mais son regard avait retrouvé une clarté nouvelle. « Monsieur Mariette, » commença le capitaine, « nous savons que vous êtes un tisserand lyonnais, membre des Amis du Peuple. Ce que nous voulons comprendre, c'est comment vous avez été recruté pour cette mission d'infiltration. » Antoine soupira profondément. « Il y a 3 semaines, un homme s'est présenté à notre cercle révolutionnaire. Il prétendait représenter des sympathisants parisiens fortunés, désireux de soutenir notre cause. Il nous a proposé un plan, infiltrer un bal masqué où seraient réunis tous les ennemis de la classe ouvrière et les neutraliser. Décrivez-nous cet homme. » La trentaine, bien mis, s'exprimant avec l'accent du Midi. Il se faisait appeler Beaumont. Il connaissait parfaitement nos revendications, nos méthodes, même nos codes secrets. Nous n'avions aucune raison de nous méfier. Le capitaine échangea un regard avec son greffier. « Beaumont, ce nom ne vous dit rien, mais nous pensons qu'il s'agit d'un agent de Fourchet. Continuez. Il nous a fourni tous les renseignements. Plan de l'hôtel, liste des invités, habitudes du personnel. Il m'a même procuré de fausses recommandations pour que je puisse être embauché comme domestique. Tout était parfaitement organisé. Et vous n'avez jamais soupçonné un piège ?» Antoine baissa la tête. « Nous aurions dû, mais la colère, l'injustice que nous subissions, elle nous aveuglait. Nous voulions tellement croire qu'enfin, nous pourrions frapper un grand coup contre nos oppresseurs. » Dans le salon principal, Vasseur subissait un interrogatoire plus serré. Sa complicité involontaire dans le complot de Fourchet l'exposait à de graves accusations, et il le savait. « Monsieur Vasseur, » l'interpellait le colonel de Montesquieu, « expliquez-nous exactement quand et comment vous avez rencontré l'inspecteur Fourchet. »« Il y a environ 2 mois, » répondit l'industriel d'une voix blanche. « Il s'est présenté à mes bureaux avec des papiers officiels du ministère de l'Intérieur. Il prétendait enquêter sur les troubles de Lyon et avait besoin d'informations sur l'état d'esprit des ouvriers. Et vous avez collaboré ? Bien sûr, c'était un représentant de l'autorité. Il me demandait simplement des renseignements sur mes contremaîtres, sur l'organisation de mes ateliers, sur les meneurs potentiels parmi mes employés. Comment aurais-je pu deviner ? » Vasseur s'interrompit, frappé par une révélation soudaine. « Mon Dieu ! Les listes qu'il m'a demandées, la semaine dernière, les noms de tous mes clients parisiens, leurs adresses, leurs habitudes. Il préparait déjà d'autres opérations. » Le colonel nota soigneusement ces informations. L'affaire était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Fourchet n'était probablement que la partie visible d'un réseau d'espionnage industriel aux ramifications étendues.
Adrien de Beauregard, qui avait assisté aux événements avec un mélange de terreur et de fascination, s'approcha d'Émilie. « Madame Charpentier, puis-je vous dire quelque chose en privé ?» Émilie le suivit dans un petit boudoir éclairé par quelques bougies rescapées du chaos. Le jeune homme semblait rongé par un secret qu'il n'arrivait plus à contenir. « Émilie, je dois vous avouer quelque chose. J'ai menti tout à l'heure quand je vous ai dit avoir reçu des informations sur cette soirée. » « Comment cela ?» Adrien se tordit les mains nerveusement. « En réalité, c'est moi qui ai été contacté par Fourchet, il y a 1 mois. Il savait que ma mère avait des intérêts dans les manufactures lyonnaises et il m'a proposé de l'aider à éliminer la concurrence. » Émilie recula, horrifiée. « Adrien, vous saviez ?»« Non, enfin pas exactement. Il m'avait parlé d'une opération pour neutraliser les éléments subversifs qui nuisaient au commerce français. Je croyais qu'il s'agissait d'arrêter quelques meneurs révolutionnaires. Pas de ça. » Le jeune homme s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. « J'ai donné la liste des invités à Fourchet. C'est moi qui lui ai dit qui serait présent ce soir. Je suis complice de cette horreur. » Émilie, malgré son dégoût, posa une main compatissante sur son épaule. « Adrien, vous avez été manipulé comme nous tous. Mais maintenant, vous devez tout dire aux autorités. C'est le seul moyen de réparer, autant que possible, le mal qui a été fait. » Pendant ce temps, dans les cuisines transformées en postes de secours, Pierre Lecomte et ses camarades survivants recevaient les soins d'un médecin militaire. Le chef des ouvriers parisiens, une balle dans l'épaule, gardait un silence buté malgré les questions bienveillantes du personnel soignant. Antoine, après son interrogatoire, vint le retrouver. « Pierre, je suis désolé. Nous sommes tombés dans un piège ignoble. » Pierre le regarda avec des yeux où brillait encore la fièvre de la bataille. « Antoine, mes gars sont morts pour rien. On s'est fait manipuler comme des pantins. Comment je vais expliquer ça aux familles, en leur disant la vérité, que leurs hommes sont morts en héros, victimes d'une machination qui les dépassait. Ils se battaient pour la justice, même si on les a trompés sur les moyens. La justice ?» Pierre cracha amèrement. « Où elle est, injustice? Ces bourgeois vont rentrer chez eux. Nous, on va finir au bagne, et dans 6 mois, tout recommencera comme avant. » Antoine hésita, puis s'assit près de son camarade. « Peut-être pas, Pierre. Écoute-moi bien. Cette nuit, nous avons découvert quelque chose d'énorme. Il y a des traîtres dans l'appareil d'État, des gens qui vendent la France aux Anglais. Ça, c'est autrement plus grave que nos petites révoltes d'atelier. » Il baissa la voix. « Le colonel de Montesquieu m'a laissé entendre que notre témoignage pourrait être crucial pour démanteler tout un réseau. Si nous collaborons, si nous aidons à confondre les vrais coupables, tu crois qu'ils vont nous faire confiance? Nous, les révolutionnaires, je crois qu'ils n'ont pas le choix, et nous non plus. » Dans le grand salon, les derniers interrogatoires se terminaient. L'aube commençait à poindre derrière les rideaux de brocart, éclairant d'une lumière blafarde les visages marqués par cette nuit d'épreuve. Le colonel de Montesquieu rassembla les témoins principaux, Émilie, Antoine, Vasseur, Adrien. Son visage grave reflétait la gravité de la situation. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, vous avez été les témoins et les victimes d'un complot d'une ampleur exceptionnelle. L'inspecteur Fourchet, que nous surveillons depuis plusieurs semaines, était au centre d'un réseau d'espionnage industriel financé par des puissances étrangères. » Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. Son objectif était double. D'une part, éliminer physiquement les industriels français les plus compétitifs pour le compte de concurrents britanniques, d'autre part, provoquer une répression si brutale contre les mouvements ouvriers que toute revendication sociale deviendrait impossible pendant des décennies. Vasseur pâlit davantage. « Vous voulez dire que ma mort était programmée ? Votre mort et celle de tous les autres invités. Le massacre d'ouvriers révolutionnaires n'était qu'un prétexte pour justifier votre élimination. » Antoine secoua la tête, éberlué. « Mais alors, nous étions tous victimes, bourgeois et prolétaires. Dans cette affaire précise, oui, vous étiez tous des pions dans un jeu qui vous dépassait. » Émilie prit la parole.
Colonel, que va-t-il se passer maintenant? Comment empêcher que de telles manipulations se reproduisent? Madame, c'est là que vos témoignages deviennent cruciaux. Nous avons arrêté Fourchet, mais il n'était qu'un maillon de la chaîne. Il nous faut remonter jusqu'au commanditaire, identifier tous les complices, démanteler l'ensemble du réseau. Il se tourna vers Antoine et Pierre. « Messieurs, je ne vous cache pas que votre situation reste délicate. Vous avez participé à une tentative d'attentat, même si vous étiez manipulé. Cependant, votre collaboration pleine et entière dans cette enquête pourrait considérablement améliorer votre sort. Que proposez-vous ? Demanda Antoine. Une amnistie conditionnelle. Vous nous aidez à identifier tous les contacts de Fourchet dans vos organisations, vous témoignez devant un tribunal spécial, et en échange, vous échappez aux poursuites pénales. Pierre, malgré sa méfiance, comprit que c'était leur seule chance de survie. Et nos camarades morts, qui va payer pour eux? Les vrais coupables, monsieur le comte, les vrais coupables. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. À l'extérieur, Paris commençait à s'éveiller dans la brume matinale. Les premiers ouvriers se dirigeaient vers leurs ateliers, ignorant tout du drame qui venait de se jouer à quelques pas de chez eux. Mais dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, une chasse impitoyable allait commencer. Les masques étaient tombés, révélant des visages qu'on n'attendait pas toujours, là où on les cherchait. 3 mois plus tard, février 1832, le palais de justice de Paris bruissait d'une agitation inhabituelle en ce matin glacial de février. Dans la grande salle des audiences, aménagée spécialement pour accueillir le procès de l'affaire du bal masqué, une foule hétéroclite se pressait. Journalistes, bourgeois curieux, ouvriers venus soutenir leurs camarades témoins, diplomates étrangers, inquiets des révélations à venir. Au banc des accusés, l'inspecteur Fourchet, amaigri par 3 mois de détention, gardait un silence obstiné. À ses côtés, 6 autres hommes, des fonctionnaires corrompus, des agents britanniques, des financiers véreux, tous membres d'un réseau que l'enquête avait mis au jour avec une minutie implacable. Le procureur général Barrot, homme sec aux cheveux blancs, se leva pour son réquisitoire final. Sa voix porta dans le silence religieux de l'Assemblée. « Messieurs les jurés, l'affaire qui nous occupe dépasse largement le cadre d'un simple fait divers criminel. Nous avons affaire à un complot contre la sûreté de l'État, ourdi par des puissances étrangères avec la complicité de traîtres français. » Dans le public, Émilie Charpentier, vêtue de noir, écoutait avec une attention soutenue. Ces 3 derniers mois avaient transformé son existence. Son témoignage lors de l'instruction l'avait propulsée malgré elle au centre d'un scandale politique majeur. Son mari Henri, compromis par ses relations avec certains accusés, avait dû démissionner de son mandat de député. Mais curieusement, Émilie se sentait plus libre qu'elle ne l'avait jamais été. Les preuves rassemblées, continuait le procureur, démontrent que l'accusé Fourchet recevait depuis 2 ans des fonds considérables de l'intelligence service britannique. Sa mission, déstabiliser l'industrie française de la soie en éliminant ses principaux représentants. Antoine Mariette, assis au rang des témoins, observait avec une satisfaction mêlée d'amertume ces hommes qui avaient manipulé sa conscience révolutionnaire. Son témoignage, 3 semaines plus tôt, avait permis d'identifier les agents de Fourchet infiltrés dans plusieurs organisations ouvrières. Comme promis, il avait bénéficié d'une amnistie, mais le prix moral restait lourd à porter. À ses côtés, Pierre Lecomte, le bras encore en écharpe, portait un costume neuf que lui avaient offert des sympathisants bourgeois. Cette solidarité inattendue entre les classes l'avait profondément troublé. Depuis l'affaire du bal masqué, les lignes politiques semblaient s'être brouillées. Des bourgeois libéraux soutenaient financièrement les familles d'ouvriers victimes du complot, tandis que des révolutionnaires modérés acceptaient de collaborer avec les autorités pour traquer les vrais ennemis de la France. Mais cette affaire, reprit le procureur en élevant la voix, nous enseigne aussi une leçon d'une importance capitale. Elle nous montre comment des intérêts étrangers peuvent exploiter nos divisions internes pour nous affaiblir.
Ils ont dressé bourgeois contre ouvriers, révolutionnaires contre conservateurs, en espérant que nous nous entretuions pendant qu'ils pillaient nos richesses. Un murmure d'approbation parcourut l'assistance. Cette analyse trouvait un écho dans tous les milieux politiques, lassés des affrontements stériles qui minaient le pays depuis la Révolution de 1830. Julien Vasseur, l'ancien hôte du bal tragique, s'était installé au fond de la salle. Ruiné par le scandale, ses clients l'avaient abandonné, ses créanciers s'étaient retournés contre lui. Il avait néanmoins tenu à assister au procès. Ces 3 mois de réflexion l'avaient amené à une prise de conscience douloureuse sur ses responsabilités d'industriel. « Je demande la parole !» s'écria-t-il soudain en se levant. Le président du tribunal, surpris par cette intervention inattendue, hésita puis accepta. « Monsieur Vasseur, vous n'êtes pas accusé dans cette affaire, mais vous pouvez vous exprimer si vous le souhaitez. » Vasseur s'avança d'un pas mal assuré vers la barre. « Monsieur le Président, messieurs les jurés, j'ai été la dupe de Fourchet, c'est entendu. Mais je ne peux pas me contenter de ce rôle de victime innocente. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Tous les regards convergeaient vers cet homme qui s'apprêtait visiblement à faire des révélations importantes. Pendant des années, j'ai exploité mes ouvriers lyonnais sans me préoccuper de leur sort. Salaire de misère, conditions de travail épouvantables, répression de toute revendication. J'étais devenu aveugle à l'injustice, sourd aux souffrances que ma cupidité provoquait. Antoine, dans le public, écarquilla les yeux. Il ne s'attendait pas à de tels aveux de la part de son ancien patron. « Cette nuit de novembre m'a ouvert les yeux », continua Vasseur avec émotion. « Fourchet a pu me manipuler parce que je représentais effectivement tout ce que la classe ouvrière déteste à juste titre. Si je veux racheter mes fautes, ce n'est pas en me posant en victime, c'est en reconnaissant mes torts et en agissant pour les réparer. » Le président du tribunal l'interrompit. « Monsieur Vasseur, ces considérations, bien qu'honorables, sortent du cadre de ce procès. Permettez-moi de terminer, Monsieur le Président. J'annonce publiquement la création de la Société coopérative des tisserands lyonnais. Mes anciennes manufactures, remises en état grâce aux indemnités versées par l'État, seront gérées désormais en association entre le capital et le travail. Les ouvriers deviendront actionnaires de leur outil de production. » Cette déclaration provoqua un brouhaha considérable dans l'assistance. Les journalistes griffonnaient fiévreusement, comprenant qu'ils assistaient à un événement historique. Antoine se leva spontanément pour applaudir, bientôt imité par Pierre et plusieurs autres ouvriers présents. Peu à peu, l'ensemble du public se joignit à ces applaudissements, créant une atmosphère d'émotion collective rare dans l'enceinte judiciaire. Émilie, les larmes aux yeux, comprit que cette tragédie avait accouché de quelque chose de nouveau, d'inattendu. Ces hommes et ces femmes, qui s'étaient affrontés pendant des années dans une lutte de classe apparemment inexpiable, découvraient qu'ils avaient des ennemis communs et des intérêts partagés. Le procès reprit son cours après cette parenthèse émouvante. Les verdicts tombèrent comme un couperet. Fourchet condamné à mort pour haute trahison, ses complices français envoyés au bagne, les agents britanniques expulsés et déclarés persona non grata. Mais au-delà des sanctions pénales, l'affaire du bal masqué avait produit des effets politiques durables. Le gouvernement de Louis-Philippe, ébranlé par ses révélations sur les infiltrations étrangères, avait lancé une vaste opération de nettoyage de l'administration. Plusieurs ministres avaient dû démissionner, de nouveaux services de contre-espionnage avaient été créés. Plus surprenant encore, un mouvement de réconciliation sociale avait émergé de cette tragédie. Sous l'impulsion d'hommes comme Vasseur, mais aussi de bourgeois libéraux traumatisés par les événements, des expériences de collaboration entre patrons et ouvriers voyaient le jour dans plusieurs secteurs industriels. À la sortie du palais de justice, Antoine retrouva Émilie sur les marches encore humides de la dernière pluie parisienne. 3 mois plus tôt, ils appartenaient à 2 mondes hostiles. Aujourd'hui, ils partageaient une complicité née de l'épreuve commune. « Madame Charpentier, » lui dit-il en soulevant poliment sa casquette, « accepteriez-vous de prendre un rafraîchissement avec un ancien révolutionnaire repenti ?» Émilie sourit.
le premier vrai sourire qu'elle eut depuis des mois. « Monsieur Mariette, j'accepte volontiers, mais permettez-moi de corriger votre formulation. Vous n'êtes pas un révolutionnaire repenti. Vous êtes un homme qui a compris que la vraie révolution ne se fait pas dans le sang, mais dans les consciences. » Ils s'éloignèrent ensemble dans les rues de Paris, suivis de Pierre Lecomte et d'une dizaine d'autres témoins de cette nuit extraordinaire. Derrière eux, les cloches de Notre-Dame sonnaient midi, comme elles l'avaient fait cette nuit de novembre où tout avait basculé. Dans les semaines qui suivirent, les journaux parisiens relatèrent une série d'événements qui confirmaient la transformation en cours. Des cercles de discussion réunissant bourgeois et ouvriers se créaient dans plusieurs quartiers. Des coopératives ouvrières voyaient le jour, avec l'appui de capitalistes convertis aux idées sociales. Même les amis du peuple, épurés de leurs éléments les plus radicaux et de leurs infiltrés, évoluaient vers des positions plus modérées. Adrien de Beauregard, blanchi par la justice mais rongé par la culpabilité, avait utilisé sa fortune personnelle pour créer un fonds d'indemnisation des victimes de l'affaire. Son témoignage détaillé sur les méthodes de recrutement de Fourchet avait permis d'identifier et de neutraliser plusieurs autres réseaux d'influence étrangères. Ce qui s'est passé cette nuit-là, confia-t-il un jour à Émilie lors d'une réunion du comité de gestion du fonds, m'a appris que l'innocence n'excuse pas l'aveuglement. Nous, les privilégiés, nous avons une responsabilité particulière, celle de ne pas nous laisser manipuler par nos préjugés et nos intérêts égoïstes. L'affaire eut également des répercussions internationales considérables. Les révélations sur les activités de l'intelligence service en France provoquèrent une crise diplomatique majeure avec l'Angleterre. Plusieurs accords commerciaux furent renégociés et un système de contrôle des investissements étrangers fut mis en place. À Lyon, la société coopérative des tisserands de Vasseur fit des émules. D'autres industriels, impressionnés par les résultats économiques et sociaux de cette expérience, adoptèrent des modèles similaires. Le mouvement coopératif français, qui balbutiait depuis quelques années, prit un essor considérable. Mais peut-être le changement le plus profond se situait-il dans les mentalités. Cette nuit de novembre 1831 avait révélé que les véritables clivages politiques ne passaient pas nécessairement là où on le croyait. Patriotes contre traîtres, défenseurs de la France contre agents de l'étranger. Ces nouveaux antagonismes transcendaient les anciens affrontements de classe. Nous avons découvert, écrivait Émilie dans ses mémoires, qu'elle rédigea quelques années plus tard, que nos ennemis véritables n'étaient pas ceux que nous croyions. Pendant que nous nous battions entre Français, d'autres s'enrichissaient de nos divisions et préparaient notre asservissement. Cette leçon vaut pour toutes les époques. Méfions-nous de ceux qui attisent nos haines mutuelles, car ils poursuivent souvent des objectifs qui n'ont rien à voir avec nos querelles apparentes. Antoine, devenu contremaître puis associé dans l'entreprise transformée de Vasseur, garda longtemps un portrait de ses camarades morts cette nuit-là. Non pas comme des héros révolutionnaires, mais comme des victimes d'une manipulation cynique qui avait exploité leur soif de justice pour servir des intérêts contraires à ceux qu'ils défendaient. Ils sont morts pour la justice, disait-il à qui voulait l'entendre. Mais la vraie justice, ce n'est pas celle qu'on impose par la violence, c'est celle qu'on construit patiemment en rassemblant les hommes de bonne volonté au-delà de leurs différences d'origine ou de fortune. En cette fin d'hiver 1832, alors que la France pansait lentement ses blessures, beaucoup d'observateurs s'accordaient à dire que l'affaire du bal masqué avait marqué un tournant dans l'histoire sociale du pays, non pas par la violence qu'elle avait engendrée, mais par la prise de conscience qu'elle avait provoquée. Les masques étaient tombés, révélant des visages qu'on n'attendait pas toujours du côté où on les cherchait. Mais ils avaient aussi révélé que la justice, la vraie justice, avait 1000 visages et qu'elle se construisait dans la patience, la compréhension mutuelle et la vigilance contre ceux qui cherchent à diviser pour mieux régner. L'histoire retiendrait de cette nuit tragique qu'elle avait paradoxalement réconcilié des Français que tout semblait opposer, en leur montrant qu'ils avaient un destin commun à défendre contre des forces qui les dépassaient. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ?
Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Cette histoire, inspirée des troubles sociaux du début des années 1830 en France, illustre comment les manipulations politiques peuvent exploiter les divisions sociales pour servir des intérêts contraires à ceux des peuples. Les personnages et événements décrits sont fictionnels, mais s'inscrivent dans le contexte historique authentique de la monarchie de Juillet et des révoltes ouvrières lyonnaises.